Bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour Cathy. Et Myriam va nous raconter son étrange histoire. Donc nous avons été mis en contact par un contact commun déjà, qui m'a envoyé une petite vidéo, enfin une petite vidéo, non, une vidéo, une interview que Myriam a faite pour Nexus en fin d'année 2025. Et qui a fait de nombreuses vues, tu nous donneras les précisions tout à l'heure certainement, et qui t'a permis de rencontrer, enfin d'avoir pas mal de contacts, de personnes qui t'ont dit vivre les mêmes expériences fort désagréables que toi. Et c'est cette vidéo qui m'a vraiment donné envie de te contacter, parce que ce que tu racontes est tellement incroyable que par les temps qui courent, plus c'est incroyable, et en fait, plus c'est la réalité. Donc voilà, c'est pour cette raison que tu es là avec nous aujourd'hui pour expliquer ton histoire. Il s'agit de harcèlement en ligne, de violence par ondes magnétiques, et c'est un sujet, je sais, qui intéresse de plus en plus de monde. Des gens qui, comme moi, étaient absolument ignorantes de ce phénomène ou qui en savaient très peu, mais aussi des personnes qui, comme toi, ont vu leur vie basculer. Donc, c'est très important de faire un point avec toi ce soir et je te remercie vraiment d'être là, Myriam. Je te donne donc la parole, je t'invite à te présenter et ensuite à raconter ton histoire pour nos auditeurs. Merci à toi déjà de me donner la parole parce qu'effectivement, je cherche un maximum à diffuser ce qui m'arrive dans la mesure où c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui et c'est quelque chose qui s'étend et ça détruit des vies. Donc effectivement, cette vidéo Nexus, elle est très importante. Elle a été mise en ligne début novembre. J'y raconte mon histoire à la suite d'un long processus. Je vais y revenir. C'est une vidéo qui a fait plus de 150 000 vues, qui a généré 2000 commentaires. Et dans ces 2000 commentaires, il y a plus de 150 personnes qui disent être victimes de la même chose. Voilà. Moi, dans ces commentaires, j'ai eu aussi des personnes qui m'ont donné beaucoup de pistes de recherche. Je suis en contact avec d'autres victimes. En fait, il y a énormément de victimes. Je vais y revenir. Alors, qui je suis? Moi, voilà, je m'appelle Myriam. J'ai 60 ans. J'habite en région toulousaine. Je suis aide-soignante et je suis ancienne gilet jaune, donc un peu rebelle quand même. Alors, tu as parlé de harcèlement en ligne. C'est pas du harcèlement en ligne, c'est du harcèlement en réseau. En anglais, ça s'appelle ghosting. Oui, excuse-moi, je n'ai pas employé le bon terme, excuse-moi. Non, mais harcèlement en ligne, en fait, ça parle à tout le monde. Mais harcèlement en réseau, ça parle à personne. Voilà, à la limite, c'est bien que tu aies fait l'erreur parce que je vais m'apesantir sur le sujet. Le harcèlement en réseau, donc gangstalking en anglais, c'est un harcèlement. Il y a un peu de réseau en ligne, mais il y a surtout du harcèlement par tous les moyens, tous les moyens. Ça aussi, je vais y revenir. Le but étant de détruire la personne, de la faire vivre dans un monde complètement anormal, surréaliste, troublant, qui sème la confusion. C'est vraiment, le but, c'est de détruire la personne. Donc, je vais commencer par le début. Donc, moi, en fait, je me suis fait piéger sur Telegram, sur le réseau Telegram. En fait, bon, en tant que gilet jaune, j'avais des échanges de nature politique, bien sûr. Même si les gilets jaunes à cette époque-là, donc ça se situe fin 2020, les gilets jaunes, ça s'était un peu tassé. On n'avait pas obtenu grand-chose, on savait pas trop quoi faire et on va dire que le danger était passé, mais
ça continuait à causer politique quand même. Donc, je parlais politique, je disais que on allait avoir des élections truquées, Macron sur ce deuxième mandat, attention au risque de guerre civile. Bon, ça c'était en 2020, là on est en 2026, on voit que finalement c'est toujours un peu la même chose, donc c'était pas idiot. Et après avoir dit ça, en fait, j'ai reçu un message privé d'un gars que je ne connaissais pas qui me dit est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi? Bon. Moi, ça me paraît louche et je pense aussitôt à une personne des services de renseignement. Et en tant que gilet jaune, on a un peu l'habitude de ce genre de choses. Hein, c'était pas la première fois. Par contre, je me dis bon bah je vais prévenir les copains, je vais aller voir je vais contacter les administrateurs des groupes Telegram dont je suis membre et je veux leur dire attention, ce gars-là, je pense que c'est un gars du renseignement. Et puis ce que je ne savais pas, ce que j'ai compris bien après, c'est que dans ces groupes Telegram, il y en a, alors j'en ai identifié 2 qui ont été créés, qui sont gérés par le renseignement. Donc, ce sont des groupes qui sont là pour surveiller, pour piéger, puisque moi, j'ai été piégée comme ça. Donc, il y a un de ces groupes gérés par le renseignement à qui je dis attention à ce gars-là. Je reçois une réponse complètement incompréhensible, ce qui était certainement voulu. Et j'insiste. Le gars, il n'a pas compris, j'insiste. Et je donne plein de détails. Et en suivant, donc là, j'ai pas de réponse. Et en suivant, je reçois un message privé. Le pseudo était composé uniquement de points et de barres. Et le message disait « Qu'est-ce que tu cherches ?» Et là, j'ai eu peur. J'ai eu très, très peur. Et je me suis dit, je me suis fait choper par le renseignement. Et vraiment, j'ai eu peur. Je suis restée sidérée devant ce truc-là. Puis, j'ai fermé tous mes comptes Facebook, Telegram, YouTube, tout. J'ai tout fermé en me disant faut que je disparaisse parce que sinon ils vont me trouver. Et puis dans les jours, alors ça c'était un dimanche, c'était le dimanche 29 novembre, j'ai gardé la date dans la tête, 29 novembre 2020. Le lundi il se passe rien, mardi il se passe rien, mercredi il se passe rien. Je me dis bon c'est bon, j'ai eu peur, mais vendredi arrive et c'est là que ça commence. Ils m'ont localisé géographiquement et je commence à assister à des choses bizarres. Alors des choses des choses avec des voitures qui ont un comportement bizarre, des gens qui ont un comportement bizarre, mon ordinateur qui a un fonctionnement bizarre, que des trucs bizarres, voilà. Mais en même temps, c'est pas net. Mais quand même, je sais que c'est pas normal. Et je me demande, ok, ils m'ont trouvé, ils ne se montrent pas, ils me font peur. Ah oui, mais ça, je suis dans une angoisse terrible parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je sais qu'ils sont là, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis le temps passe et puis ils ne disent rien. Ils ne demandent rien, ils continuent à faire des trucs bizarres, je ne sais pas ce qu'ils veulent, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi ils font ça, je ne sais pas pourquoi moi. Bon, parce que j'ai tenu des propos sur Telegram, parce que j'ai les jeunes, parce que je ne sais pas. J'ai une trouille monumentale. En même temps, je ne veux pas me laisser intimider et je décide de rédiger une lettre pour un média. Une lettre par la poste, hein, parce que je me doute bien que par Internet, c'est pas la peine, doit être sous contrôle. Donc par la poste, je rédige une lettre. Et le harcèlement continue et c'est un bras de fer en fait. Et moi, avec ma angoisse, aller jusqu'au bout,
malgré qu'ils continuent à, j'imagine, me dissuader. Je ne sais pas comment ils savent que je rédige cette lettre, mais enfin bon, voilà. Au bout d'un mois, j'ai réussi à écrire cette lettre à partir. On est samedi, je n'ai pas de timbre, j'attends lundi pour la poster. Et je me dis plus que 48 heures. Le soir du samedi, je sors mon chien. Il fait nuit. C'est comme ça que commence la vidéo Nexus d'ailleurs. Il fait nuit, je marche avec mon chien dans la rue, il n'y a personne. Et là, il y a une voiture qui arrive, qui vient se caler juste à côté de moi et qui roule à la même vitesse que moi, juste à côté de moi, pendant plusieurs mètres. Les vitres teintées, elle est côté gauche de la rue, donc elle est pas, voilà, c'est pas normal. Et puis vraiment, elle est à côté de moi et je me dis, mais c'est ce soir que je vais mourir. Qu'est-ce qu'ils veulent me faire? Voilà, là, j'ai l'impression que ma vie, ça va s'arrêter. Puis la voiture démarre, et puis je peux m'instruire de soulagement. Et puis elle fait demi-tour et elle revient. Et c'est terrible parce qu'en fait, ça, ils adorent ça, en fait, faire des fausses joies et puis revenir et puis souffler le chaud et le froid. Et c'est atroce, c'est atroce. Et la voiture passe et elle s'en va. Et, là, je rentre chez moi, j'écoute la promenade, je m'affale dans le canapé, je me dis, bon, finalement, ils ont juste voulu me faire peur. Ça va. Sauf que là, mon fils qui habite avec moi me déboule l'escalier, complètement paniqué, il me dit, j'ai allumé mon radiateur et j'ai pris une bouffée d'essence dans la figure. Et alors là, c'est un coup de poignard en plein cœur parce que je me dis, je n'ai rien dit à mon fils, je ne veux pas qu'il bascule là-dedans. Il a 25 ans, il est hors de question qu'à 25 ans, mon fils vive l'angoisse que je suis en train de vivre. Je dis rien. Je regarde mon fils et je dis rien. Je ne sais pas quoi dire. Je suis paniquée, mais vraiment paniquée. Il remonte, il bricole son radiateur pendant une demi-heure et moi je me dis qu'est-ce que je fais? Je me dis je vais envoyer ma lettre. J'envoie cette lettre. Le lendemain, donc c'est le dimanche. Le soir, je promène mon chien à nouveau, exactement au même endroit. Un homme qui arrive dans mon dos, sur le trottoir opposé. Je suis déjà en alerte. Il n'y a toujours personne dans la rue. Je suis déjà en alerte. Au moment où il arrive à ma hauteur, le gars traverse la rue, il passe à 1 mètre de moi et il continue sa route. Et je me dis, bon, finalement, ça fait moins peur qu'hier. Le lundi arrive, je suis toujours disposée à envoyer ma lettre. Je me lève le matin et je vois, sitôt levé, que mon téléphone que j'avais mis à charger sur ma table de nuit à côté de moi, le chargeur, je l'avais mis à charger, le chargeur est débranché. Donc, ils sont rentrés dans la nuit, dans ma chambre, et ils sont venus débrancher le chargeur. Et là, je capitule. Là, j'en peux plus, je capitule. Je prends ma lettre. Je me dis, c'est vraiment c'est extrêmement douloureux parce que je ne veux pas capituler alors que je suis au bout, mais je me dis, je ne vais même pas arriver à la poste, ils vont me tuer avant d'arriver, ils vont m'enlever, je me vois déjà dans un fourgon gris, noir, ils m'emmènent je ne sais pas où, enfin je me fais des films, je finis par prendre ma lettre et je la brûle. Et après ça, ils disparaissent. Moi, je mets 1 mois avant de réaliser qu'ils ont disparu parce que je suis devenue complètement parano. Pendant 1 mois, ils apparaissaient n'importe où, à faire n'importe quoi, toujours par surprise. C'était toujours des trucs bizarres. Toujours, on se demande, c'est normal, c'est pas normal. On sent bien que c'est pas normal. En même temps, c'est pas flagrant. Du coup, on s'attend à les voir partout, on examine toutes les situations. Est-ce que cette situation est normale ou pas? Pendant 3 semaines, je me suis fait peur à cause d'une voiture qui passait devant chez moi toujours à la même heure, qui rentrait dans un lotissement et puis qui en ressortait. Cette voiture, ça m'a fait flipper, mais pendant peut-être 10 jours.
avant que je comprenne que c'était vraisemblablement du covoiturage, qu'on venait déposer la personne dans le lotissement et puis on en ressent. Enfin, bon, voilà, on se fait tout un tas de films. Donc pendant un mois, je me suis fait peur toute seule. Et puis au bout d'un mois, quand même, j'ai réalisé que en fait, ils étaient plus là. Et j'ai commencé à me calmer. D'accord. Et est-ce que tu as visité ton appartement parce qu'ils sont rentrés chez toi? On peut supposer qu'il y a des caméras aussi. Est-ce que tu as mis un bloc-porte à l'intérieur? Est-ce que tu as essayé de faire quelque chose pour chercher des preuves de leur intrusion ou en tout cas pour éviter toute autre intrusion? Est-ce que tu l'as fait ça? Non. Alors effectivement, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Non, quand on est paniqué par des gens qui a priori sont le renseignement, qui sont des gens extrêmement puissants, on ne sait pas, je ne sais pas ce qu'ils veulent de moi, je ne sais pas pourquoi ils sont là, je ne sais pas quels sont leurs moyens, je ne sais pas quels sont leurs projets. À aucun moment, il ne me vient à l'esprit d'essayer de coincer ces gens-là. Moi, j'essaye de jongler avec ma peur. Il n'y a que Oui, ça. oui. Mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que ma question ne te met pas en doute. Hein. C'est pas pourquoi tu n'as pas fait ça. C'est est-ce Oui. que tu l'as fait? Et je comprends que tu ne l'aies pas fait parce qu'en fait, tu es sidéré, tu es figé par ce qui t'arrive. Et tu es dans la peur, effectivement, et ça explique que. C'est de la terreur, oui. C'est des gens qui me terrorisent et je ne vais pas. En fait, je suis dans l'idée que je suis dans l'idée que je suis coupable de quelque chose, qui sont là pour que je rentre dans le droit chemin. Donc, si je suis coupable et qu'ils sont là pour me remettre dans le droit chemin, je ne vais pas essayer de les coincer, ça c'est clair. En fait, essayer de les coincer, c'est quelque chose qui va me venir plusieurs années plus tard. Ça va être très très long avant d'arriver à être capable de faire ça. Voilà. Donc là, non. Hein. Et même en fait, et c'est le but en fait de ce type de harcèlement. Moi, je les sens tout puissants, c'est-à-dire qu'ils sont capables de rentrer chez moi alors que c'est fermé à clé. Je suis persuadée que c'est les services de renseignement quand même. Je suis persuadée que quoi que je fasse, de toute façon, ils arriveront à rentrer. Voilà. Pour moi, bon, après, c'est peut-être pas le cas, mais moi, je n'ai pas la connaissance de leurs moyens techniques. Pour moi, ce sont des gens qui sont capables de tout faire, de déjouer tous les systèmes, voilà. Donc, je n'essaye même pas. Même si j'avais eu l'idée d'essayer, je crois que j'aurais capitulé dès le départ face à ça. Ce que je fais, c'est vain. Ils y arriveront toujours malgré ce que je peux faire. Et j'avais pas faux, en fait. Voilà, donc pendant quelques mois, ça va, c'est plutôt tranquille. Bon, il se manifeste quand même parce que moi, finalement, la peur est partie et du coup, je me sens à nouveau un peu rebelle. Ça, voilà, je ne peux pas m'en empêcher. Donc chaque fois, ils interviennent quand même, mais bon, c'est beaucoup moins méchant et bon. Mais quand même, petit à petit, je me dis, bon, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus me battre sur quoi que ce soit, je n'ai plus qu'à rester tranquille dans mon coin parce que dès que je fais quelque chose, voilà, ils sont là pour me casser mon truc. Donc, je ne sais plus quoi faire. J'en viens même au mois de mai à envoyer une lettre à un sénateur, c'est dire que en matière de lutte, c'est vraiment, on ne peut plus réglo, hein, on peut pas faire plus réglo que ça, quoi. Hein. Voilà. Voilà, donc je suis tranquille et malgré ça, le 17 mai exactement, donc le 17 mai 2021, c'est là que ça commence vraiment. C'est-à-dire que jusque-là, c'était pas grand-chose en fait. Le 17 mai, ça commence vraiment. Donc il me tombe dessus, je ne sais pas pourquoi. Ça commence par des anomalies sur Internet, des anomalies du téléphone, des SMS bizarres, des coups de téléphone anormaux.
Et puis, les caisses de magasins qui ne marchent pas bien. Enfin, il y a tout un tas de trucs. C'est tout le temps, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas bien et je sens bien que ce n'est pas normal. Et ça me met très rapidement à nouveau en panique, comme au mois de décembre. Ce n'est que tout dernièrement, en fait, en préparant l'émission Nexus, que j'ai compris exactement ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, le harcèlement en réseau, c'est quelque chose qui est destiné à rendre confus. C'est quelque chose qui est destiné à ne pas être compris. Il y a des actes qui sont destinés à provoquer quelque chose. Et tout autour de ces actes, il y a plein d'actes qui n'ont aucun sens et qui sont là pour noyer le poisson, pour que, en fait, on n'arrive pas à déceler dans tout ce qui nous arrive, ce qui est important de ce qui ne l'est pas. C'est un peu ça. Là, j'ai un appel, tu vois, sur mon téléphone et j'ai beaucoup d'appels intempestifs qui, à mon avis, ne sont pas normaux. Bon, voilà, en direct. Je ne sais pas si tu l'entends. Donc, il y a les actes qui sont destinés à provoquer quelque chose et les actes qui sont destinés à cacher la véritable stratégie, la véritable démarche. Donc c'est au mois d'octobre que j'ai vraiment compris ce qui s'est passé là. En fait, ils m'ont progressivement supprimé mon activité professionnelle. À l'époque, j'avais arrêté de soignante, j'avais une boutique sur Internet. Ils m'ont fait fermer ma boutique en interférant dans la gestion, c'était plus possible. Ils m'ont coupé de toutes les sources d'informations. Ils m'ont coupé de mes amis, de ma vie sociale. Ils m'ont forcé à changer de numéro de téléphone en me coupant le réseau. Voilà. Donc, plus personne de ma vie d'avant ne pouvait me joindre. J'ai essayé donc de reprendre mon métier d'aide-soignante. Ils ont bloqué alors j'ai envoyé des lettres papier, hein, j'ai pas fait ça par Internet, mais finalement, ils ont bloqué ma boîte mail. Donc, je ne pouvais pas être contactée. Ils ont commencé à me bloquer aussi sur le plan financier, c'est-à-dire que je ne pouvais pas faire toutes les opérations financières que je voulais sur mon compte bancaire. Donc, ça commençait vraiment à sentir très mauvais. Je n'avais plus de source de revenus, hein, j'avais un petit peu d'argent de côté, mais bon, ça n'allait pas durer très longtemps et j'ai fini par faire une demande de RSA. Donc ça, c'était en octobre 2021. À cette époque-là, alors j'étais déjà complètement isolée. Je ne parlais plus à personne. Je vivais dans une angoisse permanente. Ils ont fini par s'en prendre aussi à mon fils pour me faire peur. Mon fils n'a pas vraiment vu ce qui s'était passé, mais moi j'ai bien compris que c'était de ça qu'il s'agissait. J'ai fait une tentative de suicide carrément en me disant que c'était la seule manière de protéger mon fils. J'étais dans un état mais lamentable, lamentable. Je regardais les autres vivre à l'extérieur, je dis à l'extérieur parce qu'on n'était pas dans le même monde en fait. J'avais l'impression moi d'être dans une prison sans mur. Je n'étais plus capable de concevoir la vie que menaient les autres. Moi, j'étais à côté d'eux, mais je n'étais pas dans le même monde. J'étais vraiment dans une angoisse permanente. Donc, je fais cette demande de RSA à la CAF par Internet. Et là, ils me font croire que mon dossier CAF est bloqué et que donc je n'aurai jamais ce RSA. Je ne suis pas du tout en état d'aller négocier le truc avec la CAF directement. Je suis à terre. Je suis à terre. Je fais mes comptes. Je vois qu'avec l'argent qui me reste, je vais manger jusqu'au mois de février. Et puis en février, c'est fini. Je vais mourir de faim. Voilà. Je n'ai plus aucun contact avec personne, je n'ai voulu informer personne, personne ne peut m'aider et je suis bien consciente que tout ce qui m'arrive, si je raconte ce qui m'arrive, les gens ne vont pas le croire parce que ça semble juste des trucs, pas de chance ou coïncidence ou
c'est pas crédible, c'est pas du harcèlement, voilà, c'est un bug. Voilà, je sais bien que personne ne me croira. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas appeler à l'aide. Donc, bon, finalement, j'aimerais ça quand même. C'était juste pour me faire peur, apparemment. L'année 2022 commence. L'année 2022, c'est une succession de périodes. Donc, il y a des périodes de harcèlement pas trop intenses, où je vivote, mais enfin, toujours dans mon monde, toujours en prison. Et puis des périodes de harcèlement, mais alors extrême, vraiment extrême, où j'ai l'impression, tellement c'est puissant, tellement c'est intense, que je ne vais pas y survivre. C'est des chocs émotionnels extrêmement violents, qui font que j'ai l'impression que je vais en mourir, quoi. Mais excuse-moi, mais ces chocs émotionnels, ils sont provoqués par quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais te le dire, mais quand on n'est pas dedans, on a du mal à comprendre à quel point c'est terrible. Ça va être, alors déjà, cette année 2022, les 2 premières périodes intenses, déjà le téléphone qui sonnait tous les jours, plusieurs fois par jour. Et je savais que c'était eux. Et je passais mon temps à attendre ces sonneries. Et déjà ça met un climat d'angoisse terrible. Toute la journée à attendre la première sonnerie, toute la journée à attendre la deuxième sonnerie, toute la journée à attendre le soir d'aller se coucher parce que la nuit, il me laisse tranquille. Ensuite, il va y avoir alors les chocs violents, ça va être une lettre de l'URSSAF qui me réclame 3 000 €, alors que je suis financièrement vraiment dans une situation difficile. Alors ces 3 000 €, c'est une association que j'avais à une période donnée. Bon, ça date, quoi, et je sais que ces 3 000 €, je ne les dois pas. J'appelle l'URSSAF, le numéro qui est indiqué, je tombe sur un dragon qui me dit que de toute façon, il faut les payer et qu'on va me faire un échéancier et que patati et que patata et qu'il est très sèche et bon, bah, je suis au RSA, un échéance 3 000 €, un échéancier, mais j'en ai pour 10 ans, quoi, et je suis déjà tellement sous tension que je ne peux pas, c'est extrêmement violent de se retrouver avec ces problèmes financiers, alors que déjà j'ai peur de ne pas pouvoir manger, enfin voilà. Et puis je réagis quand même et je fais des recherches et pour essayer de débrouiller le truc. Et puis à un moment donné, je me dis non, il y a un problème. Et puis je rappelle l'URSSAF. Et puis je tombe sur une personne charmante. J'ai quand même eu plus d'une fois des relations avec l'URSSAF et je retrouve l'URSSAF que je connais, une personne arrangeante qui cherche une solution, qui me dit oui, ben voilà, les documents, vous avez qu'à faire ci, ça, une lettre sur l'honneur, machin, on va tout régler, il n'y a pas de problème, voilà, on efface tout. C'est longtemps après que j'ai réalisé qu'en fait, la première personne n'était certainement pas une personne de l'URSSAF. Je pense que c'était une personne qui était là pour, qui faisait partie du harcèlement. C'est-à-dire que j'ai appelé le numéro de l'URSSAF, mais la communication n'a pas abouti à l'URSSAF. Je pense que j'ai eu personne était là pour m'enfoncer, pour me dire vous allez payer quand même. Je me moque éperdument que vous soyez au RSA, vous allez payer quand même. On vous fait un échéancier, même si vous en avez pour 10 ans. Enfin voilà, voilà, c'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça. Donc régulièrement, donc un climat d'angoisse permanent tous les jours. Il y a autre chose aussi qui met beaucoup d'angoisse. Et je parlais tout à l'heure du chargeur du téléphone qui était débranché le matin en me levant. C'est les objets qui bougent dans la maison tout seul la nuit. Voilà, on se lève le matin, on voit qu'il y a quelque chose qui a bougé. Et ça, c'est terrible. On s'en rend pas compte parce que
ça, c'était quelque chose qui était pratiqué. Je vais enchaîner sur cette méthode de harcèlement en réseau. C'est quelque chose qui était pratiqué en Allemagne de l'Est par la Stasi, donc la police secrète, la police politique de l'Allemagne de l'Est. Et quand ça a commencé, justement, j'étais allée voir sur Internet Stasi. Et j'avais vu que, justement, une des choses qu'ils faisaient, c'était rentrer dans les maisons la nuit pour déplacer un objet. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, ok, bon, ça fait pas peur quand même. Bon, l'objet a été déplacé, on sait qu'ils sont rentrés pour ça. Bon, après, voilà, fin de l'histoire. En fait, non, ça fait terriblement peur parce qu'on ne voit pas la personne qui a fait ça. On sait que c'est une personne qui est malveillante. En fait, ça fait appel à des mécanismes psychologiques dont on n'a pas conscience, quoi. Ça fait appel à des choses très primitives qui font que on se retrouve dans un état de sidération, en fait, voilà, qui génère énormément d'angoisse. C'est voilà, ça, et puis c'est permanent. Donc, tu as déjà cité plein de choses qui paraissent anodines, le téléphone qui ne marche pas, problème d'ordinateur, tu ne peux pas payer à la caisse, tu as une demande de machin d'URSSAF, enfin, mais effectivement, c'est un truc épais qui te tombe dessus, quoi, et qui te désintègre, en fait, psychiquement. Moi, je pense que ça désintègre les gens. Ça les rend extrêmement craintifs, vulnérables et... Ouais. C'est ça, tu vis déjà de base dans un climat anxiogène, tu t'es à peine remis de la peur de quelque chose que tu as autre chose qui te tombe dessus. Donc, et ça s'accumule en fait, c'est pas tu te remets et tu as un truc qui te tombe dessus, c'est tu as l'impression de t'être remis, mais le truc suivant, ça s'accumule, c'est une angoisse qui gonfle, qui monte, qui ne redescend jamais. Enfin, si on a l'impression qu'elle redescend, en fait, non, il y a toujours un climat extrêmement douloureux qui progresse. Donc, plus le temps passe et plus c'est facile plus c'est facile de nous choquer, de provoquer ces chocs émotionnels. On est devenu extrêmement vulnérable. Oui, parce qu'en plus, l'ennemi étant invisible, tu n'as pas de solution. Donc, tu es vraiment dépouillé de tout. Complètement. Tu es dans une impuissance totale. Vraiment, tu es une victime totalement impuissante. C'est extrêmement difficile à vivre. Tu ne sais jamais, tu ne les vois pas, tu ne sais jamais où ça va frapper, tu ne sais jamais quand ça va frapper, tu ne sais jamais comment ça va frapper, mais tu sais que ça va frapper. Tu finis par chercher partout. Tu finis dans un état, on appelle ça de l'hypervigilance, c'est-à-dire que tout autour de toi peut être dangereux. Voilà, chez toi, en dehors, sur ton téléphone, dans le bus, en ville, n'importe où, tu captes tout et tu partout. Voilà. Oui, et puis c'est épuisant. L'hypervigilance, c'est épuisant. Donc, c'est voilà. Okay. Donc voilà. Donc il y a ces périodes extrêmement intenses qui finalement s'arrêtent à un moment donné et je ne sais même pas pourquoi elles s'arrêtent. Je ne sais pas pourquoi elles ont commencé. Je ne sais pas pourquoi elles s'arrêtent. Et puis, je ne sais toujours pas ce qu'ils veulent. Pendant longtemps, je me suis dit, c'est une erreur, c'est pas moi. Enfin, moi, j'ai rien fait. Moi, je suis pas dangereuse. Je suis gilet jaune, ouais, mais je savais même plus quoi faire. On ne savait plus quoi faire. Donc, pourquoi moi, quoi? Et puis, je me disais, il faut que je leur montre que je suis pas dangereuse. Il faut que je leur explique. Je les ai pas en face, mais comment je fais? Mais il faut qu'ils comprennent, quoi, que ils se trompent, en fait. Voilà, ils n'ont pas de raison de s'en prendre à moi. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais non, c'est pas possible, quoi. Ça fait 1 an que ça dure et ils sont toujours après moi. Bon, non, c'est à moi qu'ils en veulent, quoi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Voilà, qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et voilà, on se fait agresser, et on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et puis est arrivé un moment, donc là, c'était en septembre 2022, où il s'est passé un truc où je me suis dit, j'ai l'impression qu'en fait, ils veulent me faire basculer psychologiquement dans quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais j'imagine bien que c'est de l'ordre de la soumission
et puis de la soumission consentie, parce que si on veut soumettre par la force, on n'a pas besoin de déployer tout ça. Si on utilise une méthode manifestement psychologique, c'est pour, à mon avis, de la soumission consentie. Mais je ne vois pas comment ça peut soumettre volontairement. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sens que c'est un truc comme ça. Oui, en tout Et cas, ça puis, peut pas être consenti, hein. C'est c'est de la résignation, quoi. C'est pas du consentement, ça, hein. je ne crois pas que ça soit juste de la résignation. Moi, j'ai lu depuis 1 an et demi de la documentation, et j'ai notamment lu, alors c'est très à la mode actuellement, MK Ultra de Alexandre Le Breton, donc qui parle de pédocriminalité. Qui parle de ces victimes en fait qui sont torturées tout petits, soumis à des choses atroces, et qui finalement il y a des mécanismes au niveau du cerveau qui font que ils arrivent en fait, on arrive à, quand on torture un enfant de certaines manières, on arrive à faire table rase du contenu de son cerveau. Enfin, c'est pas le contenu, mais en quelque sorte table rase pour pouvoir reprogrammer quelque chose. Voilà. Donc, et amener l'enfant, et puis plus tard l'adulte, à se comporter de manière attendue. Voilà. Alors, c'est pas ça Oui, que j'ai suivi. c'est chosifier un être vivant, hein. C'est C'est programmé. le reprogrammer, effectivement. C'est plus lui. On lui a enlevé toute son entité Voilà. personnelle, hein. Donc, alors, moi, j'ai bien lu ce livre d'Alexandre Le Breton, qui m'a vraiment apporté quand même pas mal d'éléments. Ce qu'ils m'ont fait, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même de cet ordre-là. C'est-à-dire que je pense que, à force de m'infliger des chocs psychologiques, peut-être qu'à un moment donné, j'aurais pu basculer dans quelque chose sans vraiment m'en rendre compte. Je sais pas, ça n'a pas marché, donc je peux pas en parler. Je n'ai rien vu par rapport à ça. Je sens juste, moi, d'après mon expérience, d'après ce que j'ai vécu, je sens que ça doit être quelque chose comme ça. Alors après, j'ai lu autre chose. Un ancien cadre des services de renseignement qui a écrit un livre qui explique que le harcèlement en réseau, c'est aussi pour isoler les individus, les mettre en isolement social. Ça s'appelle de l'isolement social. Des personnes qui ont fait le vide autour d'elles parce que ce qu'elles vivent ne permet pas d'avoir une vie sociale. Et qui ne peuvent pas en sortir, qui ne peuvent pas se faire aider, comme je l'expliquais tout à l'heure, parce que si on raconte ce qu'on vit, les gens ne nous croient pas, parce que c'est juste des bugs, des coïncidences et des fautes, des pas de chance, quoi, voilà. Donc isolement social. Mais moi, je suis personne, je suis pas dangereuse, j'ai pas d'influence, j'ai pas de rôle particulier, donc me mettre en isolement social, je vois pas l'intérêt. Alors après, fin 2022, j'ai commencé, même avant, j'ai commencé à me demander si c'était pas une expérience. Parce que comme je ne comprenais rien, je me disais que eux suivaient un fil conducteur que moi je ne connaissais pas. Je me disais aussi que apparemment ça marchait pas très bien leur truc, parce que je pense que je ne réagissais pas comme il fallait. Et donc je me suis dit c'est une expérience, hein. C'est voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit ils essayent de provoquer un basculement psychologique vers quelque chose. C'est expérimental, ça ne marche pas. Voilà pourquoi j'en suis là, quoi. Voilà. Donc fin 2022, c'est là où j'en suis. Et puis à ce moment-là, fin 2022, en fait, je vis, mais alors le pire du pire. C'est-à-dire que le harcèlement devient terrible. Alors là, c'est tout le temps, c'est par tous les moyens. C'est vraiment, je vis dans un monde tellement
anormal, tellement modifié, on va dire, que j'ai l'impression que le monde normal n'existe plus et que ou alors qu'il existe encore, mais que je m'en éloigne mais j'ai l'impression que je vais sombrer dans la folie. Mais vraiment dans la folie. J'ai l'impression d'être à 2 doigts de sombrer dans la folie, tellement le monde autour de moi n'est plus normal, n'est plus normal. J'ai lu un article dans Nexus justement où une personne explique que pour changer le comportement d'un individu, il faut changer son environnement parce qu'on fonctionne en osmose avec notre environnement. Et donc, environnement farfelu, absurde, anormal, on devient fou. On devient fou, voilà. Et j'ai senti vraiment que j'étais en danger. Et puis j'ai senti aussi que ils en savaient trop sur moi, que j'avais l'impression qu'ils devinaient tout de moi. Alors j'avais déjà, ça faisait déjà plusieurs mois que je pensais avoir une caméra dans mon salon, que je pensais avoir localisée. Et puis à cette période-là, fin 2022, j'ai la conviction que j'ai une caméra dans ma cuisine. Et puis, à un moment donné, je me demande s'il n'y en a pas une aussi dans ma chambre. Et là, je me sens tellement, je les sens tellement proches de moi, tellement, ils savent tellement tout sur moi. J'ai une image dans la tête, j'ai l'impression de quelque chose qui tourne autour de mon cerveau, qui cherche une faille pour pénétrer à l'intérieur, pour le réduire en bouillie. C'est cette image que j'ai, un truc qui veut me réduire le cerveau en bouillie, qui cherche autour de mon cerveau. Et là, je me dis, il ne faut pas leur faire comprendre quoi que ce soit, que je ne suis pas dangereuse, machin, tout ça c'est fini. Là, il faut que je me protège parce qu'ils sont en train d'essayer de me détruire. C'est leur objectif. Ils sont en train de chercher à me détruire. Et là, j'ai changé complètement de stratégie. Je me suis dit, il faut d'abord que j'essaye de comprendre pourquoi je suis à ce point angoissée. J'ai cherché du côté spirituel, de me renforcer par ce biais-là. Je me suis dit, il faut que j'apprivoise la mort, il faut que je n'ai plus peur de la mort, parce que je me dis, si j'ai plus peur de la mort, ils pourront plus je pense que mon angoisse va baisser. J'identifie aussi la culpabilité ou la culpabilisation. Je sens que chaque fois, mes plus grosses angoisses, c'est quand je me sens coupable. Et effectivement, dans le harcèlement, quel que soit le type de harcèlement, dans tout ce qui est emprise, dans tout ce qui est secte, tout ça, on joue beaucoup avec le sentiment de culpabilité. Et ça, alors, je ne l'ai pas encore bien identifié, mais effectivement, ils ont joué avec ça. Ils ont exacerbé mon sentiment de culpabilité. Je m'en rends compte quelques mois plus tard. Il arrive un moment, en fait, où on commence. Ça a duré suffisamment longtemps pour qu'on arrive à identifier des choses et à démêler un petit peu les chevaux. C'est très, très, très long. Mais au début, on comprend rien. Mais à force, quand même, on comprend des petites choses et puis de plus en plus, quoi. Et donc, et il se passe un truc aussi à ce moment-là qui est assez extraordinaire, c'est que à un moment donné, mon cerveau dit stop. J'appelle ça, moi, le reset. Je suis face à ma penderie et dans ma penderie, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais même pas dire à aujourd'hui, là, qu'est-ce que c'était, même s'il y avait quelque chose, mais je suis face à ma penderie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, c'est le truc de trop. C'est le truc de trop, mon cerveau ne peut plus supporter. Et là, je sens que toute l'angoisse dans laquelle je vis depuis des semaines, tout disparaît. L'angoisse envolée, disparue, et je me sens bien. Je me sens bien et je sens que il s'est passé un truc. Il y a un mécanisme de défense dans le cerveau qui fait que, au-delà d'un certain niveau de souffrance, d'angoisse,
ben voilà, il y a quelque chose qui se déclenche et qui stoppe tout. Voilà, il y a une défense. Et là, je me dis, ben, très bien, je suis arrivée au maximum en fait. Je ne souffrirai jamais plus que ça. Je suis arrivée au maximum. J'ai survécu jusque-là. Donc, maintenant, je vais survivre. Voilà, je sais que ça ne sera jamais pire que ça. Ça m'a donné beaucoup d'espoir. À partir de là, en fait, j'ai remonté. Tout doucement, j'ai remonté la pente. Ça a pris des années, en fait. Ça a pris 3 ans. 3 ans pour que je remonte petit à petit, vraiment tout doucement. Il a fallu en fait que je lutte contre moi-même parce que, en fait, ces gens-là cherchent les faiblesses de leurs victimes. Et quand ils ont trouvé une faiblesse, alors là, ils foncent. Ils s'acharnent. C'est vraiment remuer le couteau dans la plaie. Dès qu'on a trouvé la plaie, on remet le couteau dedans. Et donc, il ne fallait plus que j'ai de faiblesses. Donc, je traquais mes faiblesses. Alors, il y a déjà le sentiment de culpabilité. Ça a été extrêmement difficile parce que vraiment, j'avais ça vissé au corps. Mais toutes les faiblesses, il fallait tout traquer de manière voilà, ne plus être forte tout le temps. Quoi qu'il se passe, ne plus montrer la moindre faiblesse. Donc, c'est tout un travail psychologique qui a duré 3 ans, quoi. Et puis voilà, j'ai fini par remonter. Et Alors, voilà. excuse-moi, j'ai quand même une question parce que tu n'as pas évoqué quand même les douleurs qui te sont infligées. Parce que c'est pas que des angoisses, des choses comme ça. Visiblement, tu es aussi victime de d'ondes magnétiques qui touchent ton corps. Et la douleur, c'est affreux aussi. Hein. Oui. Alors en fait, j'ai mis longtemps à réaliser que mes problèmes physiques n'étaient pas normaux. En fait, c'est fin 2023, début 2024, j'ai commencé à noter. J'ai commencé à noter parce que ça m'aidait psychologiquement. Parce que quand on est agressé comme ça et qu'on n'a personne en face et qu'on ne peut en parler à personne, c'est de l'émotion qui s'accumule, c'est de la colère qui s'accumule, c'est de la haine qui s'accumule et qu'on n'arrive pas à sortir. Et il faut trouver le moyen de la sortir. Et à un moment donné, j'ai commencé à noter tous les jours ce qui me faisait, ce que moi je faisais, parce que il est arrivé un moment où je me suis senti la force de partir en guerre contre ces gens-là. Donc c'est là que j'ai commencé à essayer de les piéger. J'ai commencé à aller voir des journalistes, j'ai commencé à en parler autour de moi. Voilà. Donc j'ai commencé à noter donc ce qui me faisait et ce que moi je faisais, et j'ai commencé à noter aussi les problèmes de santé que j'avais depuis un moment et que je ne les comprenais pas, ces problèmes de santé. Et alors c'était jamais très méchant, mais c'était incompréhensible. Alors il y avait beaucoup de transpiration, il y avait des petites douleurs que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais eu ça. De la fatigue, alors j'étais diabétique, je mettais tout ça sur le compte du diabète, mais quand même ça me semblait bizarre. Mais ça, je notais ce qui était santé, c'était vraiment parce que pour essayer de m'éclaircir la tête. Et puis, t'es arrivé un jour, donc 6 mois après que j'ai commencé à noter, je me suis rendu compte que j'avais particulièrement des troubles physiques quand je menais des actions pour les dénoncer. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Et j'ai repris les deux carnets de notes. Celui où je notais ce que je faisais pour les dénoncer et celui où je notais mes problèmes de santé. J'ai fait une courbe et les deux courbes se superposaient parfaitement. Et c'est là que j'ai compris que en fait, il jouait sur mon corps à distance, en fait, hein, à distance. Et après coup, j'ai refait tout le chemin à l'envers et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était depuis le début.
Mais c'était pas intense, et puis on arrive toujours à trouver des causes plus ou moins farfelues pour l'expliquer, des causes raisonnables en fait, mais depuis le début en fait. Voilà. Alors donc c'était pas hyper violent, c'était surtout déstabilisant, mais maintenant en fait où on va dire psychologiquement ils ne peuvent plus m'atteindre parce que voilà, je suis remontée, la manipulation maintenant je la connais par cœur, je l'ai identifiée, donc ça marche plus du tout. Je les vois venir à 10 km. Ils essayent encore, mais bon, ça marche pas. Et du coup, ils se sont rabattus sur la torture physique. Donc, la bonne vieille torture physique que je pense qu'ils voulaient éviter, ben voilà, on en revient là. Et oui, alors là, du coup, il y a des fois où c'est extrêmement douloureux, extrêmement douloureux. Donc, ça peut être des douleurs au niveau de la tête, des douleurs au niveau des pieds, des jambes, du torse, des doigts aussi. À un moment donné, j'avais très mal dans les doigts. Ça peut être des sensations de piqûre, des sensations de brûlure, des sensations de tension. Ça peut être il y a d'autres symptômes, ça peut être problème de régulation thermique, trop chaud, trop froid, ça peut être des insomnies. J'ai eu des saignements de nez extrêmement importants qui se produisaient pas n'importe quand, justement. Voilà, je faisais le lien avec ce que je faisais, mes actes de dénonciation. Saignements de nez, ça peut être aussi perte d'odorat, symptômes du rhume. Moi qui ne suis jamais malade, un rhume tous les 3 ans, je me suis retrouvée 5 fois malade en quelques mois, c'était pas logique, avec en même temps des symptômes qui n'ont rien à voir avec le rhume, qui venaient rendre le truc confus, l'amplifier, voilà. Ils peuvent faire des tas et des tas et des tas de choses avec les ondes électromagnétiques. Donc, alors moi, j'ai compris qu'ils faisaient ça à distance, parce qu'au début, moi, je pensais que, à un moment donné, je l'ai croisé, que peut-être il m'avait empoisonné d'une certaine manière, donné une substance, ou pendant mon sommeil, ou des choses comme ça, jusqu'au jour où, en fait, j'ai eu une sciatique extrêmement douloureuse. Toujours pareil, elle est arrivée à un moment où je l'ai dénoncé assez méchamment, et la sciatique, je l'ai senti passer. Elle a duré tout le temps que je faisais. J'ai une dénonciation sur plusieurs semaines en fait, et tout le temps que je les ai dénoncés, j'ai eu sciatique, et puis dès que ça s'est terminé, la sciatique est partie. Mais en fait, cette sciatique, elle est apparue alors que j'étais en pleine nature. Comme ça, en milieu de matinée. Donc, je me suis pas levée avec. J'ai pas croisé quelqu'un. Elle est arrivée comme ça. Et c'est là que je me suis dit, ben, c'est à distance. Ils trouvent le moyen de toucher les gens à distance. Voilà. Il m'aura fallu des lectures, et puis surtout la vidéo Nexus avec tous les commentaires, les gens dans les commentaires qui ont donné des pistes de recherche pour savoir où chercher. Et effectivement, ces ondes électromagnétiques, ils font énormément de choses avec les ondes électromagnétiques. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, on le voit, enfin, bon, on a discuté assez longuement l'autre jour, où je trouve que depuis cette vidéo Nexus, tu es, on voit bien que tu as appris plein de choses, que tu as lu beaucoup de choses, et que tu es très informé aujourd'hui. Et alors, par exemple, tu disais, il me torture de cette façon quand je dénonce. Donc, c'est par rapport, par exemple, aux recherches que tu as fait pour entrer en contact avec des médias, par rapport à la vidéo Nexus, quelle forme de dénonciation à quoi tu penses quand tu dis ça? Oui, alors effectivement, à partir de début 2004, j'ai commencé à rédiger un témoignage que j'allais donner à des journalistes. Alors, je profitais de ce qu'il y avait des conférences à Toulouse pour aller donner mon témoignage à des journalistes.
Bon, il est bien évident que mon petit témoignage avec des choses complètement absurdes dedans, ça ne convainquait personne, hein, c'est clair. Mais bon, de toute façon, moi, il fallait que je fasse quelque chose parce que je suis restée tellement longtemps complètement impuissante que il fallait que je sois dans l'action. Et dès que j'ai commencé à être dans l'action, quand même, j'allais beaucoup mieux. Hein. Même si je me prenais des baffes régulièrement par des gens qui me prenaient pour une débile, ça fait rien. Je faisais quelque chose. Donc j'ai commencé effectivement par aller voir des gens, des journalistes qui venaient sur Toulouse. Et puis à un moment donné, carrément, je me suis dit bon, ben, je monte à Paris. J'ai repéré quelques médias qui sont bon, des médias alternatifs, hein, des médias. Alors Nexus, il y avait Nexus dans le lot. Des médias que je sentais susceptibles de croire à cette histoire. Et il n'y en a pas beaucoup, hein, mais voilà. Et il me fallait des médias aussi dont je trouvais l'adresse physique pour me pointer à l'improviste, parce qu'il n'était pas question d'utiliser Internet. Hein. Et toujours maintenant, si j'essaye de joindre des journalistes par Internet, je n'ai jamais de réponse. Et donc, j'ai passé pendant un an, je suis montée à Paris 4 fois, 5 fois pour aller toquer aux portes. Ah ben ça, à Paris aussi, il m'est arrivé des trucs bizarres. Hein. Des trucs très bizarres. Je rédige aussi des tracts que je distribue dans les manifs. Je pense que bon, les gens qui manifestent sont aussi susceptibles de croire à ce genre de choses. Bon, certains qui sont un petit peu informés quand même, un petit peu conscients plutôt de certaines choses. Voilà, c'est des choses comme ça que je fais. Mon but étant de faire savoir, Et en fait, ces gens-là, surtout, ne veulent pas que ça se sache. Il faut que ça reste secret. Donc, forcément, ça leur plaît pas. Et là, je suis retournée au mois de janvier pour la première fois à Paris avec dans mon bagage la vidéo Nexus, alors qui, pour le coup, donne maintenant du crédit à ma parole. Hein. Avant, j'avais juste mon petit témoignage, c'était que dalle, c'était nul. Maintenant, avec la vidéo Nexus qui fait 150 000 vues, de suite, je vois que les gens que j'allais déjà voir auparavant, ils dressent l'oreille maintenant. Voilà, c'est différent. Et puis, au mois de février, j'ai commencé à préparer un autre voyage que j'ai fait en mars à Paris. Alors, cette fois-ci, avec des informations, le fruit de mes recherches, avec notamment sur les armes électromagnétiques. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Et depuis le mois de février, donc, où j'ai commencé à faire des recherches et à rédiger ce document en prévision du mois de mars, d'aller voir des gens avec ce document. Alors là, le harcèlement s'est intensifié. Vraiment intensifié. En ce moment, tiens, j'ai une anecdote à raconter. Il faut absolument que je le raconte. Ça donne une idée de la perversion de ces gens-là. C'est quelque chose qui m'est arrivé avant-hier. Avant-hier, je suis allée à... Je suis aide-soignante, je travaille, je fais des remplacements de temps en temps. Je vais voir des nouvelles maisons de retraite pour passer des entretiens, pour faire, voilà, avoir un nouvel endroit où faire des remplacements. Et donc, mardi, je suis allée voir une maison de retraite. Alors, j'avais postulé début avril, fin mars, en ligne. Et le 3 avril, j'ai reçu un appel de cette maison de retraite qui m'a fait passer un entretien téléphonique. Et à la fin de l'entretien téléphonique, la dame m'a dit bon, je vous propose un entretien en visuel, enfin en présentiel, et elle me fixe le rendez-vous le 14 avril à 14h30. Voilà. Donc aujourd'hui, on enregistre, on est le 16 avril. Le 14 avril, c'était avant-hier, je me présente à l'EHPAD. Ils n'étaient pas au courant. C'était un faux entretien avec. C'est pas la maison de retraite qui m'a appelé, c'était un faux entretien par des gens, voilà. Voilà un petit peu le genre de choses auxquelles je suis confrontée. C'est hallucinant. Bon, écoute, pour l'instant, l'enregistrement se passe bien. Nous n'avons pas de problème technique, ni l'une ni l'autre. Bon, on va croiser les doigts. Enfin, moi, ce que je te l'ai dit,
parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir à certaines périodes de ma carrière où, quand j'étais en commissariat de quartier, notamment en région parisienne, il nous arrivait d'avoir des personnes, et c'était toujours les mêmes, hein, nos doux démons, hein, on les appelait, qui venaient et qui racontaient ce genre de choses. Ouais. Que ben, on rentrait chez eux, on déplaçait des objets, qu'il y avait plein Ouais. de choses bizarres. Alors nous, on les appelait les doux démons parce qu'ils n'étaient pas du tout violents, ils criaient pas, ils insistaient pas, et donc on faisait des mains courantes. Enfin, mais j'ai tellement, quand je pense à ça, ça me fait revenir en arrière et je me dis, mais en fait, ces gens-là, on les croit pas et on les abandonne, en fait, on les abandonne. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai tellement accroché avec ta vidéo, parce que ça m'a remis en cause. Et je me dis, mais j'étais pas dans ma mission, quoi. Et donc, c'est presque un devoir de t'entendre aujourd'hui, de te donner la parole, parce qu'il faut, mais qu'on se réveille tous, quoi. Et mes collègues, là, quand vous avez des doux fous qui viennent vous voir, mais écoutez-les, écoutez-les, et prenez soin d'eux, faites ce que vous pouvez pour prendre soin d'eux, quoi. Ben ça, actuellement, bon, moi, je suis maintenant en contact avec d'autres victimes qui essayent de contacter la police, de contacter la justice. Il y en a qui ont fait des actions en justice. C'est classé, les gens ne sont pas crus. Voilà, les gens n'arrivent pas à concevoir que ça puisse exister, mais je le comprends bien, parce que en fait, c'est fait pour. La technique, la stratégie, elle est faite pour que la victime ne soit pas crédible, parce que premièrement, il n'y a pas de fait vraiment net, et ensuite, on se demande, mais cette personne, elle est rien. Pourquoi il y aurait ces gens-là qui s'acharnent sur elle? Pourquoi tous ces gens-là? Et d'ailleurs, oui, tiens, j'avais un chiffre que je voulais donner. J'ai vu, parce qu'aux États-Unis, il y a une association très importante qui s'appelle Targeted Justice. Targeted, c'est ciblé, nous, on nous appelle les ciblés. Targeted Justice, donc, qui essaye de faire reconnaître ce phénomène par le gouvernement américain. Donc, c'est une grosse association qui a, il y a d'abonnés à la newsletter, ils sont 21 000, c'est un gros truc. Et ils ont fait une estimation, d'après eux, aux États-Unis, il y aurait 300 000 victimes. Et dans le monde, il y aurait 6 millions de victimes. Donc, ça fait quasiment une personne sur 1000. Et je ne suis pas étonnée du chiffre, parce que, moi, j'avais fait mon estimation à la louche qui valait sans doute que dalle. Mais en fait, mon estimation, j'étais arrivée à ça aussi. Voilà. Et ce qui fait, alors si on fait une règle de 3, en France, parce qu'en France, on est bien ciblé, il y a des pays qui sont plus ciblés que d'autres. Je pense qu'en France, à tous les niveaux, de toute façon, voilà, on trinque. Ça ferait 60 000 personnes en France. C'est pas rien, quoi. Et des victimes, moi, il y a celles avec qui je suis en contact, il y a toutes celles qui ont témoigné en dessous de la vidéo, il y a toutes celles qui ont des comptes, des chaînes. Il y a plein de chaînes YouTube de victimes. On ne les voit pas, mais il y en a plein. Il suffit de chercher. Les gens, ils racontent ce qui leur arrive. On tombe pas dessus si on cherche pas. Et pourtant, il y en a plein. Facebook, il y en a plein aussi. X, il y a plein de comptes X. On trouve des gens en France, on trouve des gens dans le monde entier. Moi, j'ai vu sur X, il y a un gars à Dubaï qui est ciblé. Et moi, personnellement, qui vais souvent en Afrique, j'ai un ami burkinabé au Burkina Faso qui est ciblé, et avec qui je parle et qui me dit que c'est dur et qui espère que je vais obtenir quelque chose dans ma démarche, qui compte sur moi, etc., qui lui aussi, c'est terrible, et qui a peur pour sa vie aussi. Donc, jusqu'en Afrique, c'est vraiment le monde entier, c'est le Japon. Il y a une journée internationale des personnes ciblées au mois d'août. Les gens sortent avec des affiches et des manifestations partout. Alors, il y en a au Japon, il y en a en Russie, il y en a au Brésil, il y en a au Mexique, il y en a au Canada, il y en a dans toute l'Europe.
il y en a au Vietnam, il y en a, voilà, il y en a partout. Il y a des gens ciblés partout. Et il y a des photos. Voilà, mais personne n'est au courant. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça. Et il y a des manifestations en France aussi lors de cette journée? Oui, 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 oui. Il y a un rendez-vous à Paris chaque année. Les gens avec qui je suis en contact montent avec des affiches de toute la France pour aller. Oui, oui, ben ouais. Mais personne n'est au courant. En fait, c'est comme la pédocriminalité. C'est comme l'affaire Epstein. C'est tellement incroyable qu'on ne le croit pas. C'est tellement énorme qu'on ne peut pas le croire. Et puisque je parle des fichiers Epstein, d'ailleurs, dans les fichiers Epstein, il y a un fichier qui parle de ça. Une victime australienne, c'est un document de 236 pages, une victime australienne qui raconte, c'est un peu un journal de bord en fait. Elle est victime donc de harcèlement en réseau, elle est victime d'ondes électromagnétiques, d'harcèlement, de torture électromagnétique, et elle explique comment en fait ce sont les membres du gouvernement, elle donne les noms, les membres du gouvernement, des policiers, des gens de la justice, qui sont alliés avec le gang des motards, donc c'est le crime organisé. Elle explique comment tous ces gens-là sont dans ces réseaux de harcèlement et elle est victime. Voilà. Donc, et c'est dans les fichiers Epstein. Alors, on se demande ce que ça fait dans les fichiers Epstein, mais bon, j'imagine que si c'est dans ces fichiers-là, c'est que c'est pas rien, quoi. Il y a un deuxième fichier Epstein, d'ailleurs, qui parle aussi de torture électromagnétique envers des enfants qui sont livrés à la prostitution. C'est un gars qui porte plainte. C'est une plainte, en fait. Enfin, c'est un témoignage plutôt. C'est un gars qui habite dans la résidence où ses enfants sont prostitués, où ils sont victimes d'ondes électromagnétiques, de torture électromagnétique. Et c'est un témoignage qu'il envoie à la justice. Il y est question de torture électromagnétique. Voilà. Donc, Et ces documents, ils sont en accès libre aux États-Unis ou comment tu as eu cette information? ah ben je les ai, j'ai les liens vers le ministère de la Justice américain. J'ai les liens qui permettent d'accéder à ces deux documents. Oui, oui. Alors, l'australien, il faut s'accrocher un petit peu parce que c'est pas très facile à lire, c'est pas rédigé en fait. Mais bon, j'ai lu quand même pas mal de pages de ce document et on voit bien, oui, c'est vraiment la personne qui décrit le harcèlement en réseau qu'elle subit. Et il y a aussi de la torture électromagnétique, quoi. On y reconnaît, on reconnaît ce qu'on vit, quoi. C'est la même chose. D'accord. Il nous reste une quinzaine de minutes et j'aurais aimé, si tu es d'accord, que tu nous parles d'un lien que tu as fait, je crois, dernièrement avec le système HARP et ces violences électromagnétiques. Alors, si Bon. tu veux en parler, hein, Oui, non, mais au contraire, je veux en parler. Alors, en fait, à un moment donné, j'ai voulu rédiger un document et donc j'ai fait des recherches sur l'aspect technologie. Parce que ça, c'est un frein pour les gens. Ils n'arrivent pas à admettre quelque chose si on ne leur explique pas comment c'est faisable techniquement. Voilà. Donc, et comme c'est complexe, donc je me suis plongée là-dedans. Donc, il y a la question, c'est la question que tu m'avais posée et c'est vrai qu'elle est centrale en fait. C'est comment on arrive à séparer un individu de la foule dans laquelle il se trouve pour s'en prendre à lui et pas à ceux qui sont autour. Voilà. Donc j'ai pas mal cherché là-dessus. Donc en fait c'est des vrais. Alors l'information en fait il y en a beaucoup.
mais il n'y a personne qui synthétise ou qui donne toute l'information. Donc, il faut aller pêcher des trucs et il faut arriver à faire les liens et à mettre les trucs les uns à la suite des autres pour que ça soit logique. Et donc, en fait, pour arriver à cibler une personne, pour arriver à traquer une personne, hein, à la base, c'est traquer et ensuite, c'est cibler. Donc, à l'aide des ondes électromagnétiques, donc on se sert, j'ai pas encore tout creusé, je continue à creuser, mais pour l'instant, j'en suis là. On se sert des satellites, on se sert des antennes relais, on peut se servir aussi d'autres équipements portatifs, et puis on se sert du système HARP, effectivement. Alors, comment HARP intervient là-dedans? HARP permet en fait de cibler quelqu'un n'importe où dans le monde. HARP, en fait, HARP est capable de modifier l'ionosphère. L'ionosphère, c'est une couche au-dessus de notre tête qui est composée qui est très concentrée en ions et qui a la capacité de réfléchir les ondes. Et c'est, par exemple, les gens qui sont en mer, qui communiquent par radio, en fait, ils se servent de la ionosphère pour réfléchir les ondes pour pouvoir communiquer à distance. Et donc, HARP, le système HARP, c'est se servir de la ionosphère pour créer un miroir, en fait, un miroir artificiel à l'aide d'un laser, créer un miroir artificiel. Donc quelque chose de stable, hein, parce que l'ionosphère, ça peut être variable, ça se maîtrise pas. Donc là, c'est vraiment quelque chose de stable. Et sur ce miroir, ensuite, si on veut envoyer des ondes, un faisceau d'ondes, il va se réfléchir sur le miroir. C'est-à-dire qu'à n'importe quel point du globe, on envoie un faisceau sur le miroir créé par HARP, il se réfléchit et il peut aller cibler une personne n'importe où dans le monde. J'étais perdue pendant quelques secondes. Oui, oui, oui. Nous avons eu un gros problème de connexion, mais je pense que la vidéo a continué à tourner parce que je t'entendais. Donc, c'est étrange. Voilà. Donc voilà, le système HARP donc est très important parce que grâce à lui, on n'a pas besoin d'être de viser la cible directement. Il y a ce phénomène de miroir réfléchissant qui permet de couvrir un peu partout, parce que ce miroir, on le place où on veut, qui permet de cibler depuis n'importe où vers n'importe où. Voilà. Ensuite, bon, il y a, ça passe par les antennes relais, ça passe par les satellites. Alors là, je suis pas encore au point. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est au point, hein, parce que toutes les informations qu'on a, évidemment, c'est du secret défense. Hein, c'est voilà, ce sont des lanceurs d'alerte qui disent certaines choses. Donc, on a des informations, on n'a pas tout. On essaye de tout mettre bout à bout pour comprendre. Donc on comprend à peu près, mais c'est pas des choses qui sont divulguées, voilà, c'est pas déclassifié tout ça. Hein. Ça fait 30 ans en fait que on ne sait pas ce qui se passe. Il y a les derniers documents déclassifiés dans ce domaine, c'était les années 90. Depuis, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop comment ils font. Hein. Voilà. Mais il y a à partir des brevets, à partir des recherches, il y a une personne qui est spécialiste de HARP, qui a étudié tous les contrats de HARP, tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ces contrats, qui a étudié ce que l'armée de l'air a fait de son côté comme projet, comme avancée. Enfin, il a tout comparé et pour lui, c'est ça qui se passe, quoi. C'est avec des gens comme ça. D'accord. Bon. Mais c'est tellement énorme tout ça que on peut comprendre effectivement que les gens ont du mal à réaliser. Et alors après, donc,
ça c'est pour envoyer un faisceau d'un endroit vers un autre endroit sans qu'il y ait la proximité. Mais après, il y a l'aspect cibler une personne en particulier au milieu d'une foule. Et alors là, c'est un truc tout aussi incroyable. On arrive à cibler les personnes grâce à leur ADN. En fait, l'ADN, c'est quelque chose qui... L'ADN a une fréquence de résonance. L'ADN émet une fréquence de résonance. Et la fréquence de résonance est unique. C'est comme les empreintes digitales. Chaque individu a une fréquence de résonance. Et c'est comme ça que, en envoyant des faisceaux sur les individus, si on connaît la fréquence de résonance de l'individu qu'on cible, on le repère au milieu de la foule. Et une fois qu'on l'a repéré, on peut le cibler. Voilà. C'est ça aussi. Alors, ça a été divulgué par plusieurs personnes. Ça a été divulgué par une personne aux États-Unis qui a travaillé dans la sécurité industrielle à un très haut niveau et qui expliquait qu'on faisait des grosses bases de données pour stocker l'ADN des gens et que le but, c'était le ciblage, que lui-même, il avait vu ça. Il y a un ancien agent secret qui a travaillé pour la CIA, le Mossad, le MI5, qui lui aussi a expliqué qu'on faisait, c'était une obsession de récupérer l'ADN des gens. Mais lui, c'est un peu plus ancien, il savait pas à quoi ça servait, mais voilà, il dit la même chose. D'autres personnes encore qui parlent de ces questions, de ces bases de données d'ADN et on voit dans l'actualité effectivement que il y a cette volonté de stocker les ADN et moi j'ai repéré particulièrement un article de la BBC en Angleterre qui explique que dans la planification de l'organisme de santé, je ne sais pas comment il s'appelle en Angleterre, maintenant on va analyser l'ADN de tous les bébés à naître. Alors officiellement, c'est pour détecter des maladies rares. Hein, bon, on n'y croit pas trop. Donc, en fait, ils vont prélever l'ADN de tous les bébés à naître. Donc, maintenant, ça devient du systématique. Et c'est quelque chose qui, c'est pas seulement en Angleterre. En France, on est un peu en retard par rapport à ça parce que ça se met en place, mais uniquement dans les questions pour aider aux enquêtes criminelles. Mais bon, c'est ça que ça commence, en fait. Voilà. Et là, il y a un pied dans la porte déjà. Voilà, on voit qu'il y a cette volonté de stocker les ADN de tous les individus, en fait. Alors, c'est vrai que chez nous, la prise de l'empreinte ADN est, comment dire, est vraiment cadrée sur le plan pénal, procédure pénale. Et c'est sous la nécessité de résoudre des affaires. Et effectivement, il y a beaucoup d'affaires criminelles qui ont été résolues grâce aux empreintes ADN. Donc, moi, je n'y suis pas du tout opposée à ça, du tout. Mais il faut que ça reste cadré, quoi. Et c'est que, voilà, on a pu constater quand même ces derniers temps que souvent, on part sur quelque chose pour de bonnes raisons. Et puis, au final, ça dérive vers autre chose de beaucoup plus embêtant, quoi. Oui, tout à fait. Et on peut se poser des tas de questions sur ce qu'on a subi pendant la période de Covid, hein, avec les tests PCR qui ont été utilisés. Donc, quel était le but aussi on peut se poser plein de questions aujourd'hui. Et c'est vrai que l'histoire du fichage d'ADN des nourrissons en Grande-Bretagne, c'est plutôt très inquiétant parce que c'est des grandes bases de données et puis après, tu fais ce que tu veux, quoi. Et puis si effectivement, comme tu le dis, ce harcèlement électromagnétique, il est basé sur la fréquence ADN, etc., après, on va devenir tous des cobayes. Hein. Ça risque d'être une expérience internationale, voire mondiale, où on va se retrouver
tous victimes de choses comme ça, quoi, d'agressions de Je cette pense, nature. c'est mon observation, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont ciblés sans le savoir. Je pense qu'il y a que déjà les gens sont d'une manière générale influencés parce que quand même c'est aussi une technique, les ondes électromagnétiques, qui permettent d'influencer les pensées, les émotions. Et moi, je constate que on peut, avec les ondes électromagnétiques, on peut te mettre dans la tête des pensées qui ne sont pas les tiennes, mais si tu n'es pas au courant de ce truc-là, bah, tu vas te dire ce sont les miennes. Et mais je le vois autour de moi. Et la vidéo Nexus, là, quand je l'ai faite, dans les commentaires, il y a plusieurs personnes qui ont dit mais je suis ciblée, mais je vis ça et je ne m'en étais pas rendu compte, quoi. Donc je pense qu'il y a, c'est déjà quelque chose qui est à l'œuvre. Et la plupart, et d'ailleurs le site, l'association Targeted Justice aux États-Unis explique que en fait il y a beaucoup de gens ciblés, mais qu'il y a une majorité de gens qui ne le savent pas encore. C'est-à-dire que ils imaginent, ils trouvent tout un tas de raisons aux trucs bizarres qui leur arrivent, hein, mais en fait c'est du ciblage, quoi. Donc c'est quand même un truc qui, il y a les personnes qui sont ciblées et à qui on l'a dit ou on l'a démontré, voilà, comme moi. Comprendre, ouais. Et il y a toutes les autres qui sont ciblées, mais à qui on n'a rien dit. Voilà. Et le problème, c'est que si on veut réagir contre ça, il faut le savoir. On peut contrer l'influence, par exemple, induite par les ondes électromagnétiques, si on sait, et parce qu'on apprend à le repérer et on apprend à le contrer. Par contre, tous les gens qui ne savent pas, ils ne peuvent pas se défendre, ils n'en sont même pas conscients. Donc, on arrive à influencer. Il y a un ancien expert en armes à micro-ondes de la Royal Navy qui milite contre justement ces ondes électromagnétiques maintenant, et qui explique qu'il a été contacté dans un pays qu'il n'a pas cité par un politique qui lui a demandé mais est-ce que c'est possible que les gens aient été influencés par ondes électromagnétiques lors des dernières élections? Et il a dit oui, c'est possible. Voilà, donc c'est déjà à l'œuvre en fait. Oui, c'est ça. En fait, nous risquons d'être une grande base de données vivante, voilà, et de nous faire manipuler. C'est ça, c'est ça. Et la seule manière de les contrer, c'est d'être au courant. Voilà, d'en prendre conscience. Voilà, et c'est pour ça que moi je cherche à informer au maximum. Parce que sinon, on ne sait pas où on va. Écoute, c'est une vraie mission que tu as et toute l'équipe de Police pour la Vérité te remercie de nous avoir accordé ta confiance pour faire cette interview, et en espérant qu'elle va faire son petit bonhomme de chemin et puis participer à cette espèce d'essaimage que tu veux faire d'informations, de connaissances et de doutes aussi, hein. Il faut vraiment douter aujourd'hui, il faut se poser des questions. Oui, alors écoute Myriam, on va arriver au bout. Est-ce que tu as un mot de la fin à donner aux personnes qui vont nous écouter et partager, je l'espère, massivement cette vidéo? Alors, ce que je voudrais dire, oui, c'est que ça fait très peur. Ça fait très peur, mais on n'a pas le choix. Si on ne regarde pas les choses en face, ça va se payer très très cher. Donc, il faut arriver à surmonter la peur. Il faut prendre des risques. Je constate ces dernières semaines, alors peut-être ces effets de tout ce qui a été divulgué avec les fichiers Epstein, avec la pédocriminalité. Bon, les gens se sont rendus compte, moi c'est quelque chose que je connaissais déjà, mais les gens se sont rendus compte donc tout dernièrement des choses incroyablement
abominable qui pouvait se passer dans ce monde. Et peut-être bien que ça a ouvert les... Non, pas ouvert les yeux, mais les gens sont peut-être plus capables aujourd'hui d'entendre des choses incroyables qu'avant. Et c'est vrai que ces derniers temps, alors moi j'ai eu beaucoup sur X aussi, je sens quand même qu'il y a des gens qui sont maintenant réceptifs. Alors c'est léger, hein, c'est léger, mais quand même, je sens qu'il y a, je sens que ça réagit. Donc il faut y aller parce que là c'est une course contre la montre quand même, hein. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus ils sont perfectionnés, plus ils ont mis de gens sous emprise et il faut pas traîner, quoi. Faut pas traîner. Voilà. Oui, je partage ta vision de l'urgence de la situation. Je redirai ce que tu as dit tout à l'heure qui me paraît très important, c'est de ne pas avoir peur, de travailler sa spiritualité, parce que face à ces ondes maléfiques, on va dire, nous pouvons nous aussi créer des ondes positives et vraiment, elles sont d'une toute nature, mais elles sont aussi très puissantes. On le voit bien, l'actualité est terrible. Il y a des gens qui sont terrifiés, peur de manquer de tout, hein, d'essence, mais aussi d'alimentation. C'est certainement ce qui risque d'arriver dans les semaines à venir. Donc, faites des petites réserves, hein, organisez-vous, mais surtout restez, n'ayez pas peur, parce que quoi, la peur n'évite pas le danger. Ce qui doit arriver va arriver. Donc, n'ayons pas peur. Et j'ai beaucoup apprécié aussi le lien que tu as fait avec le rappel à la mort, hein. Oui, n'ayons pas peur de la mort, parce que de toute façon, on est au bout de notre chemin, hein, et c'est autre chose derrière. Donc, voilà, soyons rassurés. D'un autre côté, soyons vigilants, soyons informés, soyons solidaires, et surtout, n'ayons pas peur pour affronter ce qui nous attend. Je te remercie infiniment, Myriam. Merci aux personnes qui nous écoutaient. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo. Et puis on se retrouve prochainement. Et soyons vraiment tous unis, tous solidaires. Et à très bientôt à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir, Myriam. À très bientôt. Au revoir.